En mécanique quantique, il y a un truc qui m'avait rendu ouf, c'est la théorie de l'observation. Pour faire simple, il y a eu une expérience qui consistait à balancer des électrons un par un comme ça, comme une petite série de paix, à travers deux fentes, celle de Young. Alors il y a eu plein de personnes qui ont essayé de théoriser là-dessus pour comprendre pourquoi. Il y a Newman, il y a la théorie de la dualité corpuscule-onde, bla 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 bla. Mais il y a un truc qui bouge pas et qui moi me travaille, c'est pourquoi on agit différemment quand on nous regarde. Alors non, cette vidéo parle pas de physique quantique. Déjà parce que... On va pas non plus parler du chat de Schrödinger, parce que il est cané le chat en fait. Il est mort le chat, d'accord? Hein? Il est mort soit du poison, soit il est mort de faim, mais il est cané, il faut arrêter avec ça. C'est fini. C'était juste une expérience de pensée. Alors arrêtez avec ce chat, d'accord? Il est mort, comme on va tous mourir, parce que c'est notre destin. On va tous caner. D'accord, calme-toi meuf. Et pour réfléchir à cette question, j'ai décidé de me filmer pendant 24 heures façon Secret Story, sauf que là, les secrets, c'est les questions que tout le monde se pose à 4 heures du matin en scrollant son téléphone pour éviter de penser à la tristesse infinie du monde et de pourquoi les chats s'allongent sur des claviers quand ils meurent pas dans des boîtes. Genre là, je me maquille. Est-ce que je le fais pour moi? Parce que je sais qu'on va me regarder. Alors, je vais pas trop m'attarder sur des réflexions un peu évidentes. Alors sur la confiance en soi. Parce que, évidemment, qu'on va pas agir de la même manière suivant qu'on soit regardé par nos potes, notre famille ou notre boss. En fait, c'est plus l'angle de l'observation qui m'intéresse. Parce qu'à partir du moment où on va avoir un objectif fixé sur nous, bah, on va agir différemment. On va avoir l'impression qu'on doit être acteur, qu'on doit faire quelque chose de spécifique en fait. Et dans le fond, on a juste peur d'être faux. Par exemple, il y a sans doute des centaines de photos de vous sur internet. Vous apparaissez dessus, vous l'avez pas choisi, vous étiez dans la foule, bon voilà, vous êtes dessus. Et bah, tant que vous le savez pas, vous en foutez. Mais à partir du moment où vous savez que ça existe, bah il y a une angoisse qui va se créer en fait. Une angoisse, une curiosité. Vous auriez aimé savoir que vous étiez pris en photo à ce moment-là. Du caca. Pas facile hein, le chit-chat make-up. D'ailleurs, vous trouvez pas que le fait qu'on regarde sans arrêt des écrans et que des écrans nous regardent, c'est pas un peu genre Orwell 1984. Bon, les télécrans d'Orwell, c'est juste des télés qu'on regarde et qui nous regardent en retour et peuvent nous répondre personnellement. Ça fait réfléchir. D'ailleurs, il y avait eu un docu d'une télé française qui avait imaginé le futur à l'heure de l'avènement de la télé, de ce que ça donnerait, et en fait, ils avaient pas mal prédit les smartphones. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif. La rue présentera un singulier spectacle. Il était devant elle était devant lui. Ils étaient l'un devant l'autre. Et c'est un truc qu'on retrouve pas mal en fait en SF, à l'heure où la télé se popularisait, d'imaginer qu'on deviendrait acteur de notre vie de tous les jours des écrans qu'on regarde. Et ce qui me fait marrer quand on parle d'Orwell, c'est qu'on le connaît surtout pour ses romans et en fait assez peu pour ses récits. Genre dans La Dèche de Paris à Londres ou Hommage à la Catalogne. Que oui, en fait, Orwell, il a combattu dans la guerre d'Espagne en 1936, mais attention, pas dans les brigades internationales comme Hemingway ou Saint-Exupéry, mais lui, avec les anarchistes catalans. SBB, alors, ça marche, je tombe sur des jeunes camarades de l'extrême gauche, mon pote, des communistes purs et durs, mon pote. Ils sont dans leur propagande. C'est le parti de Poitou, c'est ça? Poutou. Parce que oui, Orwell, c'était un bon gros gaucho, et il le dit lui-même. Il écrivait pour combattre le fascisme. Et dans La Ferme des animaux,
Ce qu'il critique, c'est la dérive totalitaire de Staline, pas le communisme. Bref, c'est surtout dans son style d'écriture qu'il y a une vraie différence. Et vous allez voir où je vais en venir et pourquoi je vous parle de ça. Ces romans, ils sont sombres, c'est volontaire, hein. Ils sont très froids. Les personnages, c'est un peu des personnages fonction. Ils servent juste au récit, à l'histoire, aux idées qu'il veut raconter. Et au final, c'est ça qu'il veut vraiment raconter. Et c'est ça qu'on retient surtout de ses livres. Alors que dans ses récits, c'est tout l'inverse. C'est hyper vivant. C'est même très marrant. Alors que ce qu'il raconte, c'est parfois horrible. Il arrive à nous faire rire. Genre, quand il décrit toute une scène où il est dans une tranchée, ils se font tirer dessus. Et lui, il est tranquillement en train de lire un bouquin parce qu'il dit que les Espagnols sont tellement mauvais, ils visent tellement mal, qu'il n'a pas à s'inquiéter de s'en prendre une. En fait, Orwell, il est juste doué pour capturer le vivant, biaisé par ses propres émotions, évidemment. Mais c'est pas une reconstitution imaginée de la réalité, vous voyez ce que je veux dire? Si ça réussit si bien, c'est pour les mêmes raisons que les meilleurs documentaires réussissent. On t'observe depuis tellement longtemps que tu oublies qu'on te regarde. Et là, tu peux montrer le réel tel qu'il est vraiment. Du coup, cette peur d'être faux quand on nous regarde, est-ce qu'elle viendrait pas simplement de l'habitude, des caméras ou d'être avec les autres? Ou est-ce que c'est une question d'habitude ou plutôt une question de contrôle? C'est-à-dire que quand c'est nous donnons à montrer notre image, c'est pas la même chose que quand c'est quelqu'un qui nous regarde. Je mets ça de côté, on y revient. Parce que si on parle juste d'habitude, des photos aujourd'hui, on en prend tellement, mais alors tellement qu'on les regarde même plus. Et pourtant, je suis pas sûr que les jeunes qui ont grandi avec, ils aient beaucoup moins peur que les autres. Parce qu'il y a des nouvelles peurs qui sont créées, que notre image soit récupérée et fasse le tour des réseaux sociaux dans une mauvaise manière. Donc bon, on fait que déplacer le problème. C'est pas qu'une question d'habitude, parce que la caméra, c'est juste un outil qui nous permet de garder des traces de notre vie. Et ça me fait penser à Viviane Meier. Et il faut qu'on fasse ce détour, je vous assure, parce que son histoire, elle est incroyable. Viviane Meier, c'était une femme qui, dans les années 50 à 90, elle prenait des photos de son quotidien, elle se prenait en photo elle prenait en photo des gens dans la rue, bref, elle prenait des photos. Mais pas vraiment en tant qu'artiste, ni en tant que photo de famille. C'était juste une nourrice qui bossait dur, qui avait pas forcément beaucoup d'argent, assez discrète, mais que dans la rue on reconnaissait parce qu'elle avait toujours son appareil photo. À l'époque, ça coûtait cher. Durant près de 30 ans, vous entendez? Durant près de 30 ans, dans les rues de Chicago et de New York, elle a pris près de 150 000 photos. En tout cas, celles qu'on a retrouvées. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Parce que là, on parle pas de smartphone. Je vous ai dit, ça coûtait très cher les pellicules. Tellement cher qu'en fait, elle les a jamais vues. C'est Gaël Josse qui, dans un très court roman autobiographique, ça fait même pas 200 pages, raconte toute sa vie. Et vraiment, je vous le conseille parce que ça se lit super vite, le style est hyper simple, sa vie, elle est hyper touchante. Enfin bref, je vous conseille. Je pose ça là. On vous a en douté, je vous montre des photos depuis tout à l'heure. On les a retrouvées, ces photos. Comment on les a retrouvées? Ça, c'est une autre question. Et la réponse, le hasard. Par pur hasard. Elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas vraiment de famille. En fait, elle louait un garage où elle stockait les milliers de pellicules qu'elle avait. Et à sa mort, en 2019, ce garage, il a été mis en enchère. Oui, exactement comme dans les émissions américaines. Genre, on aurait littéralement pu avoir une émission où il déballe et il y a des milliers de pellicules avec un type qui fait « Ouah, qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Ça, c'est un container qui pue l'arnaque. Et du coup, le type qui a récupéré tout ça, il a commencé à en développer une, puis deux, puis trois. Et il se trouve que c'est un type qui aime bien quand même la photo. Et à chaque fois qu'il regardait les photos, il disait « Qui a fait ces photos? C'est incroyable, elles sont magnifiques, c'est du génie. » Et voilà, aujourd'hui, il y a des livres sur elle, des expos photos, des albums. Ces photos font le tour du monde et elle est considérée comme une des plus grandes street photographes du monde. Quand j'entends ce genre d'histoire, je peux pas m'empêcher de me dire combien il y a de génies oubliés comme eux, ou dont les œuvres dorment dans des greniers, ou juste dont on a perdu tout le taf. Combien ont été un peu connus, puis finalement, et pas spécialement retenus, ont été vus, mais qui n'ont jamais atteint le public. Combien de génies qui auraient pu en fait changer la face du monde dans leur domaine respectif. Je pense qu'il y en a plein. Que le nombre d'artistes incroyables qu'on connaît, c'est qu'une petite portion de ce que l'humanité a fait de manière générale.
Et du coup, est-ce que l'art pur, c'est vraiment créé en s'en foutant totalement du regard extérieur Mon perso, je crois pas trop à ce mythe un peu romantique du génie qui fait que pour lui. Je pense que c'est un cliché qui fait des belles histoires et les gens, ils aiment bien les belles histoires. Et surtout, ça contribue aussi à faire en sorte que c'est pas vraiment un travail. Du coup, à maintenir un peu l'activité artistique dans une forme de précarité. Mais bref, c'est juste pas le sujet, je sais pas pourquoi je parle de ça. Après, peut-être que quand on crée, on peut se raccrocher au moins au fait que ça existe, que c'est sorti de nous, parce que c'est le but premier, quoi, que ça nous fasse du bien. Au moins, on peut se dire que ça existe aux yeux d'une forme d'éternité aveugle. Et peut-être que c'est aussi cette forme d'éternité qui nous fait peur quand on fixe une image. Parce qu'après tout, quand on tourne les pages d'un album photo de famille, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution. Il y a un côté rassurant à se dire que, même dans nos albums de portable, on n'est pas que ça à cet instant T. Et c'est peut-être ça qui nous fait peur aussi. Le fait qu'une image capturée à cet instant puisse être caractéristique de ce qu'on est, qu'on retienne que ça. Et comme je disais, Meyer, c'est devenu une référence dans la photo de rue, un peu comme Orwell au final. Ça vient du fait que son regard, pour les gens qu'elle prenait en photo, il était quasiment invisible. Parce qu'on la remarquait pas. C'est une personne qui n'est rien. Et en fait, si je parle de ça, parce que je fais aussi de la street photo, OMG, regardez mon Insta, il y a plein de photos stylées. Et même une boutique sur Coffee sur laquelle vous pouvez acheter des prints de mes photos en format carte postale, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Et combien de fois ça m'est arrivé de me poster un endroit, voir une belle scène, une personne qui pendant 5 minutes, elle ne fait rien, elle est assise sur un banc, elle ne bouge pas, rien ne change. Je sors mon appareil et au moment où je vais la prendre, j'hésite un peu. Faut jamais hésiter. Elle bouge. Comme si elle avait senti inconsciemment que quelqu'un était en train de la regarder et que quelqu'un allait capturer son image, comme si on allait prendre son âme. Bref, ce que j'en comprends, c'est qu'il faut pas trop réfléchir et il faut faire. Sinon, on va louper l'instant. Genre là, je vais chier. Je le fais parce que je sais que je vais être filmé ou c'est parce que... Du coup, je réfléchis et je me dis que je suis peut-être sur une fausse piste depuis tout à l'heure. Il y a peut-être un truc encore plus profond que la peur d'être vu qui nous fait agir différemment. Peut-être qu'il y a un truc carrément mystique à ça. Quand j'étais enfant, je pleurais quand on me prenait en photo. En fait, j'arrivais pas à comprendre pourquoi d'un coup tout le monde se figeait, pourquoi il fallait sourire, pourquoi en fait le monde s'arrêtait d'un coup quand on sortait le petit boîtier d'appareil photo. Bref, grosse chialeuse. Un régal. Pour revenir à ce truc d'image qui capture l'âme, parce que je suis sûr que c'est un truc que vous avez déjà un peu entendu, ou oui, il y a bien eu des croyances que les photos capturent l'âme. C'est même assez logique quand on y pense. Au début, quand il y a eu l'électricité, il y en a certains qui pensaient que c'était de la magie. Et en même temps, t'as un type qui débarque et qui dit qu'il est capable de contrôler une forme de foudre. Des bisous à Harry Potter, Lumos, J.K. Rowling, Pétasse, Serpentard, on vous baise, blé. Mais va falloir que je nuance un peu. En Occident, s'il y a eu ces peurs, elles étaient étonnamment liées au côté chimique, scientifique du procédé de la photo. Comme si en fait, il y avait un transfert de matière qui passait entre l'image que tu prenais, il te prenait un morceau de toi et le rendu que tu en faisais avec les produits chimiques, etc. Bref, ils ont cru que c'était Ed, quoi. L'alchimiste d'argent. Oh non, il n'y a qu'un seul bras. C'est démoniaque. Satanique. Après, la photo, c'est vite devenu un divertissement populaire. Genre, on allait en famille se faire prendre en photo. C'est vraiment une forme de divertissement, quelque part. Jusqu'à plus tard, vraiment se démocratiser en devenant de plus en plus accessible à tout le monde. Et quand je parle de divertissement populaire, c'est au point où dans les années 20, il y avait tout un milieu de spirites et de médiums qui se faisaient un business en fait en trafiquant des photos pour ajouter des fantômes dessus. Bref, c'était de la grosse arnaque pour riches souvent, mais je trouve les rendus assez fascinants et ça a beaucoup inspiré plus tard beaucoup de photographes qui pouvaient faire de la superposition, tout un courant un peu surréaliste aussi. Alors, c'est vrai que quand on parle de photos qui capture l'âme, inconsciemment on pense un peu à tribus amazoniennes, africaines, reculées, qui découvriraient pour la première fois la civilisation. Parce que dès qu'on pense à comment sont perçues nos technologies vues de l'extérieur, on les place un peu dans ce genre de contexte pour voir ce que ça donnerait. C'est notre petit côté ethnocentrique à nous. Et merci l'anthropologie. Et effectivement, il y a des anthropologues qui ont rapporté ce genre de propos. Ça a d'ailleurs beaucoup participé au narratif américain dans sa conquête. Et si on a beaucoup retenu cette image, ce cliché, cette phrase-là à propos des peuples non blancs, bah c'est parce que ça nous fait pas mal. La vérité, c'est que quand t'as ces types-là qui débarquent pour te dire de pas bouger, pour prendre ton image dans une boîte, je trouve qu'il y a un truc louche. Ah, et le type d'à côté, il a un fusil. Et l'autre type, il bassine avec l'histoire d'un type qui allait clamser sur une croix. Bizarre. Et c'est pas le seul exemple où la photo a servi d'outil de pouvoir sur les autres.
Que ça soit les photos de prisonniers, de fichage de la police, ou les photos en hôpital psychiatrique, notamment sur les cas d'hystérie, dans la continuité des recherches de Charcot, des photos souvent mises en scène, un petit peu étranges, où on droguait des femmes pour leur faire avoir des crises d'hystérie et prendre des photos pour recenser. Et ces photos, elles sont restées, elles ont étrangement inspiré des photos pornographiques plus tard, ou des types comme Dali, dans le surréalisme. Ça me dégoûte, un sale bail. Bref, la photo, ça coûtait cher, et c'était beaucoup utilisé dans un cadre officiel. Et ce cadre officiel, il est soit pour marquer des victoires ou des moments glorieux, soit il y a un caractère d'ascendant, évidemment. Et comme je l'évoquais, le fait que notre premier rapport au fait qu'on capture notre image, c'est nos immenses darons qui mesurent 3 mètres de haut pour nous, alors qu'on a la taille d'un petit gigot qui nous prennent en photo, je pense que ça participe au fait que c'est un petit peu impressionnant comme moment, tu vois. Et même si ce côté officiel des photos, il s'est un petit peu dilué, parce que des photos on en prend tout le temps, ça reste quand même un réflexe pour symboliser un moment qui compte pour nous. C'est justement parce qu'on se dit que ça va rester et que ça va vivre une vie en dehors de nous qu'on peut avoir peur de ces trucs-là. C'est peut-être parce qu'on se dit que c'est important, que ça va rester, qu'on en a un peu peur. Et là, le contrôle qu'on a ou pas de ce qu'on laisse dans le temps, la perception qu'en auront les autres, et donc la confiance en soi. Et oui. Parce que évidemment que quand on pose une question comme ça, la réponse elle va être multifactorielle. Et moi, je ne fais que poser des questions. Faites votre tambouille avec le reste. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que comme en mécanique quantique, tous les objets sont des acteurs, même ceux qui ne font qu'observer. Que notre regard, il influence notre environnement. Pas juste parce qu'on le perçoit différemment, nous, à l'intérieur, mais parce qu'on rentre dans la perception des paramètres inconscients du paysage des autres. Et dans la perception, la caméra, c'est qu'un outil. Mais ce qu'on oublie, c'est que notre corps aussi en est un. Et les outils, c'est que la continuité de notre volonté. Bon, j'avais écrit tout un paragraphe de conclusion, bandeur philosophico-poétique, allez ça dégage. Je m'en doutais un peu en même temps, vu qu'il y a une différence entre prévoir un truc et le faire vraiment. Là actuellement ça fait à peu près 12 heures que je me filme, et j'avoue que j'ai choisi la facilité. J'avais rien prévu d'autre aujourd'hui à part tourner cette vidéo. Du coup, j'ai pas tout filmé avec cette caméra-là, j'ai filmé en général avec ma cam de stream qui est totalement inutilisable. Salut! Vous avez loupé des grands moments où j'écoute des vidéos, où je mange, et où j'écris des mails. Mais bref, je voulais vraiment garder cette idée quand même d'objectifs, de trucs qui me regardent tout le temps. Du coup là, je vais bientôt aller me coucher, et après je vais streamer. Du coup, ça va finir à peu près les 24 heures. Du coup, on peut dire quand même que le défi est rempli. Le but de toute façon c'était pas de faire un vlog, je voulais plutôt commencer avec un format comme celui-là plutôt que de commencer dans un truc beaucoup plus complexe. En fait si j'ai tourné ça c'est parce que ça me travaillait un peu cette idée de faire des vidéos où tu parles juste à une caméra, il n'y a pas de public directement, et j'avais vraiment cette peur de pas réussir à trouver un ton, de pas être naturel, enfin étrange. Je sais pas si j'ai bien réussi la contrainte, je vous me dirai ce que ça donne. Et de toute façon, comme je l'ai dit dans le reste de la vidéo, c'est des choses qui viennent en faisant et en ayant l'habitude. C'est que la première, pas la dernière. Du coup, pour parler là comment j'ai vécu ces heures-là, en vrai c'était intéressant comme expérience. Les trucs auxquels j'aurais pas pensé, c'est de me voir sur plein d'angles différents, et même me voir dans des postures que je contrôlais pas du coup. Ça c'était assez étrange mais intéressant, j'ai bien aimé. Le moment où bizarrement j'ai le plus senti ce stress de la caméra, c'est en cuisinant. J'ai littéralement fait fondre une fourchette sur le bord de la poêle, réussi à cramer des mozzarella sticks surgelés, tout ça parce que il y avait la gestion de la caméra en plus, ça m'a sorti de mon quotidien. J'admire vraiment les gens qui font du vlog. Et le pire, je l'ai pas filmé, mal appuyé sur play, et du coup j'ai pas, donc ça a servi à rien en plus. Bref, on va conclure gentiment ça. Où commence la performance, où s'arrête le naturel, comment elle se dilue en fait la confiance en soi dans un exercice comme celui que je viens de faire. Évidemment que la réponse, elle est vraiment dans le fait de vivre le truc, s'écouter, trouver une balance constante, enfin c'est comme pour tout en fait quoi. On aimerait bien des grandes réponses à coup de grandes citations, de grandes études, de grandes... Et du coup, c'est assez banal comme conclusion, mais je crois qu'il y a plein de grandes questions qui ont cette réponse qui est finalement assez banale. En tout cas, moi, j'ai bien aimé faire ça. J'espère que ça vous a plu. Il y en aura d'autres. Allez, à plus. On voit ma main. Ça marche pas. En fait, si les chats, ils s'allongent sur vos claviers, c'est parce qu'ils vous copient, juste. Du coup, il suffit de fabriquer un mini ordinateur portable pour le mettre à côté, et ils se mettront sur celui-là, ça sera le leur, quoi. De rien.